notre invité politique ce matin, c'est Hervé Marseille. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sénateur des Hauts-de-Seine. Vous présidez le groupe Union Centriste ici au Sénat. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Yann, bonjour Hervé Marseille. Bonjour. Hervé Marseille, on va commencer par ce qui fait la une de la grande majorité de nos quotidiens régionaux ce matin. C'est la remise de ce rapport Sauvé, la commission Sauvé sur les abus sexuels pratiqués au sein de l'Église qui a donc rendu ses conclusions. 216 000 victimes, 3 000 religieux pédophiles depuis les années 50. Comment vous avez réagi face à ces chiffres ? Écoutez, c'est quelque chose, c'est un mauvais moment pour l'Église et pour la communauté chrétienne, mais je crois qu'il fallait en passer par là. Après des années d'omerta, voire de déni, il faut saluer ce qu'a fait l'Église, c'est-à-dire que elle a purgé l'affaire, si je puis dire, en confiant cette mission à Monsieur Sauvé, qui est un grand commis de l'État, qui est un homme de qualité, qui a fait le travail. Et aujourd'hui, l'Église parle de honte, bien sûr, c'est la moindre des choses, de pardon, mais ça suffit pas. Je crois que maintenant, il y aura certainement un volet judiciaire, puisqu'il y aura des plaintes de déposer, il y en a déjà. Et puis, il faudra que l'Église se réforme. Il faut surtout qu'elle tire les conséquences de cette situation tragique, dramatique, énorme, par les chiffres. Uniquement l'Église, ou est-ce qu'il doit aussi y avoir des décisions politiques ? Est-ce que les politiques doivent faire quelque chose face à l'ampleur de ce phénomène ? Je crois pas. Je crois que ça regarde l'Église. On parle de laïcité. L'État ne peut pas s'ingérer dans les affaires de l'Église. C'est à l'Église de se réformer, de mettre les barrières, de faire l'introspection nécessaire. Il faut aller jusqu'au bout des choses. La partie judiciaire, elle existera, mais sont les plaintes. Un dernier mot là-dessus, puisque les sénateurs socialistes avaient demandé une commission d'enquête ici au Sénat il y a 3 ans sur l'ampleur de ce phénomène au sein de l'Église. Elle a été refusée par la majorité sénatoriale. Est-ce qu'aujourd'hui vous le regrettez devant ces chiffres ? Non, je pense que le travail a été fait par M. Sauvé et ceux qui l'entourent. Je pense que... C'est pas aux parlementaires de faire ce travail pour vous ? Non, la preuve c'est que l'Église l'a fait. L'Église va se réformer. Le pape intervient et je crois qu'il y a une mission d'information qui avait été engagée. Elle se poursuivra. En tous les cas, c'est le souhait que nous avons formulé. Et il y aura une audition de Monsieur Sauvé, des responsables de l'Église. Et je crois qu'il faut que cette mission d'information continue son travail. Dans les prochains jours, dans les heures qui viennent. Dans les heures qui viennent. On va parler d'un autre sujet. On va parler pouvoir d'achat. Les prix de l'énergie augmentent et grèvent de plus en plus le pouvoir d'achat des Français. Hier, Jean Castex a annoncé qu'il pourrait agir sur le levier fiscal en cas de nécessité. Est-ce que ça vous paraît suffisant ? Ça n'est jamais qu'un report des échéances. Je crois qu'il y a des élections présidentielles, d'après ce que j'ai compris, autour du mois de mai. Donc on va les enjamber. La politique autour de tout ça pour vous ? Je veux dire, le Premier ministre dit attendez-vous à savoir que tout ça va baisser vers le mois d'avril. On ne sait pas trop. Je sais pas, il a dû voir sa carte ancienne chinoise. Donc il dit ça va baisser et donc on va enjamber les présidentielles et puis on verra après. On va lisser les coûts. Mais on voit bien que les producteurs d'énergie, eux, ils réfléchissent différemment. Ils disent attendez, c'est pas à nous de supporter cette affaire. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire selon vous ? Il aurait fallu déjà anticiper parce que c'est une affaire quand même qu'on voit venir depuis un certain temps. Puis, si vous arrivez à me dire aujourd'hui quelle est la politique énergétique de la France, ça m'intéresse parce qu'on a essayé de comprendre. Pour l'instant, on ne sait pas quelle est la politique énergétique. On ferme Fessenheim, mais on va refaire des petits EPR ici et là. Ça vous paraît pas une bonne idée, les petits EPR ? Je sais pas, on ferme Fessenheim. Ça coûte très cher et à côté de ça, on va faire des EPR. Bon, nous défendons l'énergie atomique. C'est une énergie propre. C'est un des rares atouts que la France a en matière industrielle. On a une des énergies les moins coûteuses d'Europe et on a mis ça à bas. Aujourd'hui, on dit on va faire des énergies alternatives, de l'éolien, mais comme il n'y a pas du vent tous les jours, il faut bien faire autre chose à côté, donc tout ça coûte horriblement cher. Ça prend du temps et on voit bien la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire il faut arrêter de baisser la part de nucléaire. Le gaz a augmenté de 60%. Bien sûr.
Bien sûr. Et on voit bien l'embarras du gouvernement. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne. Madame Merkel, pour répondre au Verts, a stoppé aussi l'énergie atomique. Et puis maintenant, on en est au charbon. C'est-à-dire que c'est pas très écologique, le charbon. Au-delà de tout ça, est-ce que vous pensez que le pouvoir d'achat sera une des grandes problématiques de la campagne qui s'annonce ? Absolument. Parce qu'on voit bien que les Françaises et les Français qui ont subi la pandémie, qui ont été amenés à ne plus travailler ou à moins travailler pendant cette période, eh bien, reprennent leurs activités en considérant que ça ne peut pas se faire de la même façon. Et notamment dans les services, on voit bien dans l'hôtellerie, et on voit bien qu'il y a un problème de rémunération, surtout quand on voit la part de l'énergie dans les revenus des Français les moins, j'allais dire, payés. Ça représente... Comment on peut faire pour booster le pouvoir d'achat mais il va falloir que dans les entreprises, il y ait des concertations. Et on voit bien l'UMI, par exemple, dans la restauration, qui propose déjà des augmentations. Il faut qu'il y ait de la concertation. Uniquement dans les entreprises, ou vous ferez des propositions dans le budget, par exemple, qui arrive dans les prochaines semaines ? On va faire des propositions, mais tout ne peut pas venir de l'État. Je veux dire, ça se passe aussi entre les employeurs et les salariés. Il faut qu'il y ait des concertations et qu'on voit les progressions possibles en matière salariale. Là, on voit bien qu'il y a un problème de ressenti. Et je veux dire, si on est lucide et honnête, on pourra constater qu'il y a eu des augmentations de pouvoir d'achat depuis plusieurs années. Il y a eu incontestablement une augmentation du pouvoir d'achat. Mais le ressenti des Français, notamment dans les services, c'est que le compte n'y est pas. Et ils considèrent qu'il faut des augmentations salariales. Donc à partir de là, il faut engager des concertations entre le patronat et par branche et les salariés pour voir comment tout ça peut évoluer. Autre sujet qui risque d'être dans la campagne, c'est la réforme des retraites. Édouard Philippe est intervenu la semaine dernière pour dire qu'il fallait repousser l'âge de départ à la retraite peut-être à 65, 66, voire 67 ans. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, sauf qu'il est un peu tard. Je veux dire, ce quinquennat est fini bizarrement, quoi. C'est-à-dire qu'on profite d'être à quelques mois des présidentielles pour dire on va faire les états généraux de la justice, on va parler retraite, pendant les soldes, les affaires continuent, et donc on est en train de prévoir l'avenir seulement à la fin du quinquennat. Alors Édouard Philippe lui parle du prochain quinquennat, il dit que ça doit être la première réforme du prochain quinquennat et qu'il va falloir repousser l'âge de départ à 65, 66 ou 67 ans. Oui, vous êtes d'accord avec ça ? On sait très bien qu'il faut faire quelque chose. Jusqu'à 67 ? Nous, sur le paramétrique, il n'y a pas eu de souci. On l'a voté au Sénat depuis plusieurs années. Simplement, à un moment donné, il faut faire quelque chose. Mais ce n'est pas le moment. Il aurait fallu faire ça avant. On fera des propositions là aussi dans le PLFSS. Mais ce n'est pas à quelques mois de l'élection présidentielle. On peut entamer des débats, mais on ça veut dire que dans agir. le budget de la sécurité sociale dont vous parlez, il y aura des nouvelles propositions sur un report de l'âge de départ. Qu'est-ce que vous faites ? C'est plutôt 65 ans d'habitude ce que vous proposez. Oui, ça peut aller jusqu'à 67 là ? On va regarder les choses. De toute façon, c'est pas maintenant qu'on va pouvoir faire. Laurent Berger a sifflé la fin du débat, si je puis dire, alors qu'il y a quelques semaines, le gouvernement a dit tiens, on va regarder en retraite. Et la CFDT a dit attendez, est-ce que vous croyez que c'est maintenant qu'on va commencer à faire une réforme des retraites ? Donc, c'est un sujet permanent depuis plusieurs années. On sait qu'il faut prendre des décisions. Malheureusement, c'est pas maintenant qu'on va les prendre. Un mot sur la crise sanitaire. Il y aura un débat la semaine prochaine au Sénat à la demande des sénateurs socialistes sur l'obligation vaccinale pour tous. Est-ce que le groupe centriste votera ce texte ? Écoutez, l'obligation vaccinale, sur le principe, ça paraît séduisant. Mais nous ne le voterons pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit pas comment on peut l'appliquer. On ne voit pas comment on peut l'appliquer. Vous n'allez pas envoyer les policiers chez les gens pour les obliger à se vacciner. D'ailleurs, on n'a jamais vu un gouvernement qui pouvait obliger les gens à se soigner. Si vous allez chez le médecin et que vous ne suivez pas ses prescriptions... Alors les sénateurs socialistes, ils disent qu'il y a 11 vaccins obligatoires. On peut bien rajouter le vaccin contre le Covid à cette liste. Oui, mais je pense que mes collègues socialistes, ils voulaient éviter de parler du pass sanitaire. Donc c'est commode de dire, écoutez, il n'y a qu'à vacciner tout le monde. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, je ne vois pas très bien comment on peut l'appliquer. Regardez ce qui se passe en Polynésie. C'est intéressant. Le gouvernement local polynésien a décidé l'obligation vaccinale. Eh bien, il y a la majorité qui est en train de se déchirer. Ils n'arrivent pas à l'appliquer et la majorité implose. Donc ça veut dire que si on ne rend pas la vaccination obligatoire, on maintient le pass sanitaire ? Bien sûr. Jusqu'à quand ?
jusqu'à nécessaire. Ça veut dire jusqu'à l'été, comme le veut le gouvernement ? La possibilité, c'est jusqu'à l'été. Nous considérons, vous le savez, au Sénat en particulier, qu'il faut que le gouvernement revienne s'expliquer devant le Parlement. Le problème, nous avons voté le pass sanitaire. La difficulté, c'est que le gouvernement considère que il ne faut pas ennuyer le Parlement. Alors, si vous ne voyez pas d'inconvénient, pour la sortie de l'urgence sanitaire, on va faire ça jusqu'en décembre 22. Bon, à ce moment-là, à quoi sert le Parlement ? Ce serait quoi la bonne échéance pour vous ? Fin février, mars, avant qu'on rentre dans l'élection présidentielle. Ce que craint le gouvernement, c'est que ce soit en pleine campagne électorale et que les débats soient un peu... Le Parlement, même en campagne électorale, il fonctionne. Écoutez, on ne peut pas voter un blanc-seing jusqu'en décembre 22 pour la fin de l'urgence sanitaire et jusqu'à la fin juillet pour le pass sanitaire. Il y a des possibilités d'aller plus loin, mais il faut que le gouvernement vienne s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il souhaite le faire. Donc, jusqu'en février, fin février, ça paraît une bonne date. Après, si c'est nécessaire, on continuera. Puisqu'on parle de ce qui s'est passé au Sénat, hier était examiné un texte dont vous êtes à l'origine avec Bruno Retailleau, proposition de résolution en faveur de la lutte contre toutes les formes d'antisémitisme. Le texte a été voté au Sénat avec le soutien du gouvernement. D'ailleurs, au-delà de l'importance du symbole qu'on comprend bien, qu'est-ce que ça va changer, ce texte ? Je crois que c'est pas seulement symbolique, c'était dans cette période. Vous voyez bien que dans les débats quotidiens, on entend des propos révisionnistes. On nous dit, vous saviez peut-être pas, mais M. Pétain, c'était un grand protecteur des Juifs. Vous parlez d'Éric Zemmour. On vous dit, les enfants assassinés dans la cour de l'école à Toulouse, vous savez, ils sont enterrés en Israël, donc c'est pas une affaire française. Quand on entend des propos comme cela, on a froid dans le dos. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'antisémitisme chez Éric Zemmour ? Je ne vais pas jusqu'à l'antisémitisme, mais je veux dire, il est important de rappeler un certain nombre de valeurs et de dire ce qu'est l'antisémitisme. Il faut préciser les choses, ne serait-ce que pour les magistrats, pour les policiers, pour tous ceux qui doivent dénoncer et constater l'antisémitisme. Donc, je crois que malheureusement, comme l'a dit mon ami Roger Carucci, le seul fait qu'on en parle marque une forme d'échec. Et donc, il faut poursuivre inlassablement ce combat, parce que plusieurs décennies après la fin de la dernière guerre et la Shoah, on est obligé encore en 2021 de rappeler la nécessité de respecter l'autre, de respecter la différence et de combattre cette horreur qu'est l'antisémitisme. Vous parliez d'Éric Zemmour, il ne cesse de grimper dans les sondages. Un sondage sort à nouveau aujourd'hui qui le donne assez haut. Est-ce que le phénomène vous inquiète ? Écoutez, oui, c'est préoccupant. Il y a plusieurs choses qui sont préoccupantes. Le fait qu'il ait de l'audience, ça montre que malheureusement, ça répond à une attente d'un certain nombre d'électeurs. Peut-être que les gouvernements... Pourquoi malheureusement ? Parce qu'il répond à une attente auquel certains partis politiques n'arrivent plus à répondre ? Je crois que dans le passé récent, depuis... on va dire ces 20 dernières années, les gouvernements successifs n'ont pas su prendre en compte un certain nombre de sujets, l'immigration, les problèmes sécuritaires. Donc y compris les vôtres, y compris les gouvernements de la droite et du centre. Tout le monde. Et donc, aujourd'hui, on voit qu'on arrive en période de crise à un point de paroxysme, et ce sont des Français qui votent. C'est pas l'extrême droite ou je ne sais pas. Mais aujourd'hui, tous les candidats de droite, par exemple, proposent un référendum sur l'immigration. Donc on a l'impression que le sujet est traité, on va dire, et pourtant... non, il n'est pas traité parce qu'on ne peut pas évacuer ça en disant on va faire un référendum. Je pense que l'immigration, c'est un sujet compliqué et ça doit se négocier, se discuter au plan européen. C'est pas un seul problème franco-français. Quand les gens émigrent, ils arrivent par l'Italie, par l'Espagne, par les pays de l'Est. Donc c'est un sujet européen. Donc cette idée de référendum, c'est une fausse bonne idée pour vous ? On peut toujours faire un référendum. Pourquoi pas ? Mais on peut faire un référendum sur un tas de sujets. Mais si on veut trouver des solutions, c'est avec nos partenaires européens qu'il faudra les trouver. C'est pas seulement parce que les Français on voit à peu près ce que ça peut donner, un référendum sur ce sujet. Une fois que les Français auront dit oui, il faut faire quelque chose, on va faire quoi après ? Et du coup, sur la question de Christelle sur Éric Zemmour, est-ce qu'il vous inquiète ? Pardon ? Est-ce qu'il vous inquiète, Éric Zemmour ? Oui.
Oui, il est inquiétant parce que les sondages à paraître encore dans les prochaines heures montrent sa progression. Et pendant ce temps-là, à côté ou en face, je ne vois pas très bien ce qui se passe. Inquiétant pourquoi? Inquiétant pour la droite et le centre? Inquiétant pour la démocratie? Pour la inquiétant France. Pourquoi? Inquiétant pour la France. Parce que, je veux dire, à partir du moment où des idées comme celles qu'il porte reçoivent autant d'audience et le placent, peut-être, on verra cet après-midi, au deuxième tour de l'élection présidentielle. Est-ce qu'il est plus inquiétant, je ne vais pas vous demander de faire une hiérarchie, mais que Marine Le Pen? Est-ce qu'il est plus compliqué de répondre à Éric Zemmour aujourd'hui qu'à Marine Le Pen, politiquement? Il y a beaucoup de thèmes similaires. Bien sûr. Visiblement... mais beaucoup qui ne le sont pas. Beaucoup qui ne le sont pas non plus. Visiblement, il le fait avec plus de talent et en portant plus d'espoir. C'est la raison pour laquelle... mais sur un créneau très étroit. Voilà. Enfin, très étroit, ça commence à prendre de la proportion parce que il est passé assez rapidement à pas loin de 15, 16, voire 17%. Mais je parlais des thématiques politiques qui sont sur un créneau. Il parle d'immigration, il parle d'identité. On l'entend peu parler d'environnement ou d'économie. Il l'a fait récemment sur LCI, je crois, avec certains de vos confrères. Donc, il est aussi talentueux, malheureusement, si je puis dire, dans ces matières-là. Alors, votre parti, l'UDI, a été exclu de la primaire à droite. Oui. C'est une déception pour vous? Je pense que c'est une maladresse. Je veux dire, les Républicains choisissent librement la procédure qu'ils veulent se donner. Mais si on veut choisir le candidat de la droite et du centre, il vaut mieux qu'il y ait du centre. Donc, pour vous, c'est une simple maladresse, pas plus? Ils sont libres de choisir leur procédure. Maladresse ou calcul politique? Peu importe. Le résultat, c'est ça. C'est qu'ils disent on fait ça entre nous. Donc ça devient le candidat d'une partie de la droite. Et on voit bien la difficulté. Moi, je pense... pas le vôtre. Le candidat qui sera choisi le 4 décembre, ça ne sera pas le vôtre. Pas nécessairement. Ça veut dire quoi? Qu'il faut qu'il y ait un candidat centriste à la présidentielle? Peut-être, j'en sais rien, on va voir. Vous posez la question en tous les cas. En tous les cas, si on attend le 4 décembre, c'est chronique d'une mort annoncée. C'est mortelle randonnée. Je veux dire... pendant qu'on fait de la mécanique, que tout le monde essaie de savoir comment ça va bidouiller, pendant ce temps-là, le président de la République, lui, continue à distribuer de l'argent, à essayer de rassembler autour de lui, et puis d'autres candidats, M. Zemmour et d'autres, avancent. Donc, c'est-à-dire que les Républicains, ils offrent un boulevard à leurs adversaires en agissant comme ça? Oui, ils offrent un boulevard, d'une part, et puis, d'autre part, on a tendance à oublier que le candidat, c'est le candidat pour concourir à la présidence de la République. C'est pas pour être chef des LR ou organiser je ne sais quelle opération interne. On parle de la présidence de la République française. C'est-à-dire que les Français, ils attendent de savoir qui va être candidat pour choisir entre des options, des projets, pour savoir ce qu'ils vont devenir dans l'avenir. Vous aviez parlé de retraite, on a parlé d'économie. Je veux dire, à un moment donné, il faut savoir de quoi on parle. Et là, je pense qu'on est en train de se fourvoyer et que ça va mal finir. Donc ça veut dire que vous ne soutiendrez pas forcément le candidat qui sera désigné le 5 décembre? Non, puisque ce ne sera pas le nôtre. Vous redoutez que les Républicains fassent une campagne très à droite? Non, pour l'instant, je ne redoute rien, puisqu'on ne sait pas qui ça va être et qu'on ne parle pas des projets. Donc, on verra le moment venu. C'est pour ça qu'il sera intéressant d'examiner ce que sera la proposition du ou de la candidate LR. Alors ici, au Sénat, vous travaillez main dans la main avec Gérard Larcher, avec Bruno Retailleau. Est-ce que cette histoire peut tendre les relations entre vous ? Écoutez, non, en l'état actuel des choses, ça n'a pas d'influence sur le fonctionnement de la majorité sénatoriale. Dieu merci, j'allais dire que nous continuons à travailler indépendamment de ces miasmes extérieurs et on travaille en confiance avec Bruno Retailleau sous l'autorité de Gérard Larcher. Et dernière question sur ce sujet, est-ce que ça peut vous amener à regarder de plus près ce qui se passe du côté de la maison commune qui essaye de construire la République en marche, le MoDem ? Oui, là aussi, je sais pas, construire leur maison, c'est plutôt un ravalement, puisqu'il y a déjà En Marche, le MoDem, bon, c'est la même chose. Je veux bien qu'ils repeignent les murs, mais... C'est-à-dire que l'UDI ne doit pas y aller pour vous. Non. Déjà, il y a Agir en moins, puisque ils ont fait l'objet d'une fusion-absorption par Édouard Philippe à l'insu de leur plein gré. Donc, l'histoire de la maison commune, ça regarde la majorité. Nous ne sommes Édouard Philippe.
Édouard Philippe, est-ce qu'il peut attirer une partie du centre ? Je pense que, compte tenu de la situation, Édouard Philippe peut intéresser beaucoup de gens au centre droit, oui. Oui, chez LR comme chez nous. Donc le parti qui va annoncer prochainement au Havre, le week-end prochain exactement, c'est quelque chose qui peut vous intéresser ? En tous les cas, on n'est pas indifférent à ce que fait Édouard Philippe, mais... C'est-à-dire que si le candidat LR est jugé trop à droite pour vous, est-ce que vous pourriez rejoindre Édouard Philippe ? Non, on n'en est pas là. En disant, les LR, c'est plus notre parti, il y a plus de droite et du centre. Mais non, on travaille ensemble avec les Républicains, dans les mairies, dans les départements, dans les régions, ici au Sénat. Simplement, vous me demandez ce qu'on peut penser d'Édouard Philippe. C'est vrai qu'il va présenter des propositions. On va regarder ce que dit Édouard Philippe. Je n'oublie pas quand même qu'il a pris position pour Emmanuel Macron. 2 questions qui concernent le Sénat. Pour terminer, d'abord, la semaine prochaine, vous allez présenter un texte sur l'implantation locale des parlementaires. Oui. Pour vous, il faut mettre fin au non-cumul des mandats ? Oui. Et je ne suis pas le seul à le penser. Le président de la République a émis déjà des préoccupations sur ce sujet. Alors, je ne suis pas dupe. Hein. Je pense que ça sera difficile d'aboutir, malheureusement, avant la fin du quinquennat. Nous, on va en discuter ici dans les jours qui viennent, et puis ça également à l'Assemblée nationale, c'est programmé avant la fin de l'année. C'est simplement pour poser le débat, parce que si vous regardez l'exposé des motifs de la loi de 2013, qui a interdit ce qu'on appelle le cumul des mandats, en fait, c'était 2 mandats, hein. On disait dans cet exposé des motifs, le Parlement a été réformé, il va avoir beaucoup de compétences, beaucoup de travail. Et donc, il faut que les parlementaires puissent s'impliquer pleinement dans ce travail. Bon, moi, je suis désolé, le Parlement, il a 2 fois moins de compétences et 2 fois moins de travail qu'en 2013. Et donc, les parlementaires, ils sont condamnés à faire, surtout à l'Assemblée, des amendements qui n'aboutissent pas. Donc, on voit bien le clivage qui s'est fait entre le terrain et le Parlement. Il faut pouvoir recréer cette jonction. Et une dernière question. Dernière question, oui. Cet après-midi, au Sénat, va être discuté d'un texte sur la réforme de la haute fonction publique et notamment la réforme de l'ENA. Pourquoi est-ce si important d'en discuter dans l'hémicycle ? Au départ, ce n'était pas prévu comme ça. C'est un travail qui est à l'initiative de Jean-Pierre Sueur, ancien président de la Commission des lois, qui voulait surtout attirer l'attention et montrer du doigt, une fois de plus, j'allais dire, l'absence de Parlement. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'ordonnances, à peine 20% ont été ratifiées, et donc c'est dire que pour l'exécutif, le Parlement compte pour quantité négligeable. Là, c'est un texte qui doit passer par ordonnance, c'est ça ? Mais c'est une ordonnance. Ouais. On l'a habilité, le gouvernement, en 2019, mais on se saisit de cette occasion pour dire au gouvernement, écoutez, ça suffit. Non seulement vous faites beaucoup d'ordonnances, mais en plus, on ne peut même pas les ratifier. Donc, la moindre des choses, c'est quand même que le Parlement, dans un pays démocratique, puisse examiner le contenu des ordonnances et prendre position. Et vérifier si c'est conforme à l'habilitation. Merci beaucoup. Merci Hervé Marseille d'avoir été notre invité ce matin. Christelle, en garde à une de la Dépêche pédophilie, le rapport qui accable l'Église. C'est à la une de votre journal ce matin. Merci beaucoup. Merci.